Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Signature ce jeudi d'un protocole d'accord entre l'unité centrale des renseignements financiers et la Banque centrale sur la surveillance et le partage d'informations liées au système financier. Cet accord permettra de prévenir les crimes financiers et lutter contre le blanchiment des avoirs. Les membres de l'actuel comité permanent de l'Église épiscopale doivent démissionner selon le comité des prêtres seniors du diocèse d'Haïti. Cette structure estime que cette décision facilitera le travail de la police et de la justice dans le cadre de l'enquête relative au trafic d'armes et de munitions importées au nom de l'Église. Décès mercredi de Erard Abraham, général des forces armées d'Haïti. Le gouvernement haïtien salue le départ d'un militaire et d'un homme d'État modéré et exemplaire. Il s'incline aussi devant la dépouille de ce grand homme. Un protocole d'accord a été signé ce jeudi entre l'unité centrale des renseignements financiers et la Banque centrale sur la surveillance et le partage d'informations liées au système financier. Il s'agit de prévenir les crimes financiers et de lutter contre le blanchiment des avoirs à travers le partage de données relatives aux transactions jugées douteuses. La Banque centrale se trouve au premier rang dans cette démarche. Le ministère de la Justice a également son rôle à jouer. Suivez tour à tour les explications de Michelin Justable, le directeur général de l'unité centrale de renseignement financier, UCREF, et de Jean Baden-Dubois, gouverneur de la BRH. Pour préserver l'intégrité de notre pays, la fiabilité du système financier haïtien, l'État doit parvenir à intégrer toutes les énergies nécessaires à une étroite collaboration entre les institutions nationales et aussi internationales. Depuis la publication de la loi de 2001 et celle de 2013, faisant obligation aux personnes et institutions assujetties d'envoyer des renseignements à l'UCREF lorsqu'elles agissent en tant qu'institutions financières. Toutefois, ces dispositions de ces lois ne sont pas respectées. Une prise de conscience s'avère nécessaire si l'on veut respecter la loi. Des initiatives ont été déjà prises en ce sens, mais les résultats font attendre. Le pays est à nous tous, l'État, la société civile, chacun en ce qui le concerne doit assumer ses responsabilités dans la perspective d'arriver à l'assainissement total du système financier haïtien. Alors, nous devons nous conformer aux exigences internationales du GAFI si l'on veut changer l'image du pays. Il faut également éradiquer l'impunité dans notre pays. Le travail de chacun sera efficace lorsque les institutions répressives traitent de manière transparente les renseignements contenus dans les rapports envoyés par l'UCREF afin d'aboutir au procès et in fine à des condamnations. Les institutions internationales ainsi que la population haïtienne nous observent tous. La BRH, dans sa mission de régulateur et de surveillance du système financier, est appelée à faire respecter scrupuleusement les lois relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais aussi à sanctionner les institutions financières qui seraient en violation de la loi et des règlements émis par elle. Le protocole de coopération et d'échange d'informations concrétise formellement des liens existants entre la BRH et l'UCREF depuis la création de celle-ci et indique l'engagement formel de la BRH à jouer sa partition dans le cadre des mesures prises par l'État haïtien pour résoudre les défaillances stratégiques du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La signature du protocole de ce matin intervient aussi dans le cadre des actions à entreprendre pour sortir Haïti de la liste grise.
c'est un effort qui doit être fait, pas seulement au niveau de la BRH, pas seulement au niveau du ministère de la Justice, mais au niveau de toute la société haïtienne, en particulier de tout l'ensemble de la communauté d'affaires d'Haïti. Sortir de la liste grise est fondamental pour Haïti et c'est une épée de Damoclès qui pend sur nos têtes. Il faut absolument que nous sortions de cette liste grise, sinon le système financier ne pourra tout simplement pas être en communication avec le système financier international. Le système financier haïtien ne pourra pas communiquer avec le système financier international et ça voudrait dire que transfert pas qu'à entrer, ça voudrait dire que transfert de compte vers les États-Unis ou des États-Unis vers Haïti, pas qu'à faire. Et bien sûr, pas un investisseur qui prend chance d'investir dans un pays qui tout simplement pas gain relations commerciales et financières avec d'autres pays. Le chef de file de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, nie avoir lancé un appel à la destruction des banques commerciales haïtiennes. Il soutient que son appel était à fermer les portes des banques si le taux de change de la gourde n'était pas ramené à moins de 80 gourdes pour $1. Il reconnaît toutefois qu'il n'avait pas corrigé les citoyens qui appelaient à incendier les banques. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Suite à ces déclarations dans le nord du pays, précisément au Cap-Haïtien, lors de la manifestation qui s'est déroulée le lundi 21 août dernier, l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles revient dans la capitale pour apporter des précisions après ce qu'il considère comme une mésinterprétation de ses propos. Toutefois, l'ex-parlementaire ne rejette pas totalement l'idée qu'une menace plane sur les institutions bancaires. Jodi, Moïse Jean-Charles, parce que j'aime dit la brûler banque, moi son responsable. Et si me dit n'importe qui moun vient avec preuve là, mais Moïse Jean-Charles qui manifesté dans sa population a dit, c'est ça que nous devons nous comprendre. Moïse Jean-Charles te dit, il va faire n'importe banque yo. Ça, son équipe candidat, son équipe à l'aise dans la société, qui a machine. Son équipe a mangé. Il dit qu'il va faire n'importe quoi. Même les gens qui ne peuvent pas manger eux-mêmes, ils disent qu'il va brûler les banques. Bon équipe dans sa maison. La montée du dollar est au centre des débats et les banques commerciales sont les principales cibles des critiques de Moïse Jean-Charles et de Yuri Latortue, qui, de son côté, fustige aussi l'attitude de la BRH. Le sénateur du Nord estime qu'il a plutôt rendu service à la communauté bancaire haïtienne par ses propos. Journaliste après sa population dit pour yo diaboliser. Qui ça qui mène la violence? C'est violence qui mène la violence. Yo fait violence politique sous peuple. Yo fait violence économique. Mettre banque yo, ça doit bombe, on plaque en or parce que me fait reconnaître opinion population moi me tape dit fermer alors que mes populations dit brûler. Si moun qui esclave yo, cap parler pour banque yo. Le numéro 1 de la structure Petite Dessalines a aussi les grands importateurs du pays dans son collimateur. Moïse Jean-Charles ne ménage pas ses propos et il va droit au but pour exprimer ses pensées avec le soutien de ses partisans. Un ultimatum est à l'ordre du jour comme pour les banques. Nous avons 10 jours. Nous allons monter quartier général nous devant gros zone qui a importé du riz, qui a importé farine, qui a importé poids, qui a importé sucre, qui a importé l'huile dans le pays. Moun qui a possibilité, qui a importé fer, ciment, tôle dans le pays. Il faut corriger le après 10 jours. Je ne vais pas parler de classement maintenant. Je ne vais pas parler de dimanche là. Mais gros zone, l'autre semaine, nous allons mobiliser devant le magasin.
Extrémiste comme toujours dans son discours, le Capois en profite pour lancer un appel à la population et à l'actuelle administration. Matin, je viens kembe, même mot soulèvement peuple haïtien. C'est ça que je viens dire matin. Même mot soulèvement, c'est lui toujours là. Et si banque yo pas corriger cahier yo, malheur arrive yo. Malheur arrive yo. C'est ça que je veux dire. Tout le monde, c'est pas manifestation, soulèvement général dans tous les quatre pays. C'est dans une ambiance surchauffée que s'est déroulée cette rencontre avec la presse. Des voix s'élèvent déjà pour dénoncer la violence dans les propos du sénateur, alors que, de notre côté, certains estiment que les résultats de ces menaces commencent à se faire sentir dans la capitale, notamment la baisse du dollar observée sur le marché. Paul Leyel, Guy Trichoisy et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Maître Patrick Laurent se dit en faveur d'une prorogation du mandat du juge Walter Wesser-Voltaire. Selon le consultant juridique de Métropole, le doyen ne devrait pas tenir compte du précédent constitué par le dessaisissement du magistrat Gary Aurélien, car ce cas de figure est courant. Si vous retirez le nom de Gary Aurélien, vous n'aurez pas retiré le nom de ça. Mais l'on retire le même monde, ça ne peut pas venir. Il parle de 3 mois encore. Et le pape jamais fait instruction dans 3 mois. Au juge, le pape, il n'y a pas acte d'instruction qui est fait déjà. Ou parle d'un nouveau juge, il va recommencer. Les 3 mois finis, il va faire mal. Donc, ce qui veut dire, moi, je pense que le doyen très intelligent, parce que je suis respecté, m'apprécié, il ne va pas occuper le monde qui a payé. La projet de les juges là. Mais c'est pour que le juge là tout. Dit doyen, et s'il t'a notifié doyen que l'IPAP a fini la procédure là dans 3 mois, qui prévoit, je vais prévoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais à pour me poser, et bien une grande ordonnance pour le capable, pour rejeter le mandat de doyen, pour rejeter l'air. Ok? Parce qu'au fond, le juge saisit dans le dossier, doyen n'a pas qu'à prendre maintenant. Si un juge n'a pas une ordonnance de dessaisissement, ou bien une ordonnance de clôture. Doyen pas gagner pour louer dans là. Seulement ta commandé moi au gain 3 mois si doyen t'a voulu faire administration, t'a écrit juge a dit dossier ça t'est supposé fini, qui problème qui gagne qui fait pas fini. Parce que pour dessaisir un juge d'un dossier depuis doyen fin balil. C'est la cour de cassation en matière d'instruction qui pour dessaisir le dossier. Là ça va parler ça sur le plan technique, on action en renvoi. Parce que c'est pas doyen qui a décidé et Patrick ne boit le dossier, ça remettre moi lui. Ou bien me prendre, non. Alors, la question qu'a Gary Aurélien, elle a fait de façon conjoncturelle, probablement une suspicion. Parce que nous sommes très émotifs, parce que nous ne pouvons pas faire à tête avec science. 10 grains de monde tombent par la radio, et peut-être tout le monde chaud. Pour nous, ils disent 4 doyens de dossier, ça pour être cohérent. Le comité des prêtres seniors du diocèse d'Haïti appelle les membres de l'actuel comité permanent de l'Église épiscopale à remettre leur démission de manière à faciliter le travail de la police et de la justice dans le cadre de l'enquête sur le trafic d'armes et de munitions importées au nom de l'Église. Le scandale du trafic d'armes et de munitions éclaboussant l'Église épiscopale d'Haïti constitue un danger qui menace l'existence même de cette religion dans le pays, craint le comité des seniors du diocèse. Le comité permanent, autorité ecclésiastique en l'absence d'un évêque, n'a pas su gérer en bon intendant les intérêts de l'Église. Incapable de bien évaluer le danger qui menace l'Église et ses institutions, le président du comité permanent continue de signer les documents officiels au nom de cette Église, tandis que le secrétaire exécutif mis en cause a abandonné, lit-on dans une correspondance adressée à l'instance de direction de l'Église épiscopale d'Haïti. L'unité de lutte contre la corruption, ULCC, a remis ce jeudi 10 rapports d'enquête à la justice haïtienne sur les faits de détournement de biens publics et de passation illégale de marché. Ces enquêtes, qui concernent le Fonds de développement industriel, FDI, l'école de droit et de sciences économiques des Gonaïves, la carte de débit de la police nationale d'Haïti, ainsi que plusieurs mairies, révèlent que l'État a subi
dit des pertes évaluées à environ 500 millions de gourdes, d'après le directeur de l'ULCC. Maître Hans-Jacques Ludwig Joseph a également remis aux autorités un ensemble de requêtes demandant la poursuite de plusieurs parlementaires et maires pour défaut de déclaration de patrimoine. Pour cet exercice fiscal, nous remettons à la justice 10 rapports d'enquête sur des faits avérés, bien argumentés, relatifs à des cas de corruption. Je me fais le devoir citoyen de citer publiquement les dossiers qui vont être remis à l'issue de cette cérémonie. Il s'agit d'enquêtes sur des faits de détournement des biens publics, de passation illégale de marché, de concussion, de faute de gestion, d'abus de fonction, entre autres, qui concernent le Fonds de développement industriel FDI, les mairies de Petit Gouave, de Fort-Liberté, d'Anse Rouge, de Saint-Raphaël, de Cerca-Cavaral, la carte de débit de la police nationale d'Haïti, l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves, le lycée Joseph-Pierre Sully de Maïssad, le juge de paix de la section nord des Gonaïves et la loterie de l'État haïtien. L'ULCC a, dans son approche de traitement, voulu également établir que la corruption est présente tant dans l'administration centrale de l'État que dans les collectivités territoriales. Sur l'ensemble des enquêtes, l'État haïtien, de ces enquêtes, l'État haïtien a subi des pertes colossales évaluées à environ 500 millions de gourdes. L'ULCC a exposé et continuera d'exposer sur la place publique ces corrompus et ces corrupteurs qui torpillent le trésor public et asphyxient les efforts de développement économique et social du pays. Il revient maintenant aux commissaires du gouvernement et aux juges de multiplier leurs efforts en dépit des difficultés structurelles importantes que nous reconnaissons pour permettre à l'État de recouvrer ses avoirs et également pour sanctionner avec la rigueur de la loi des ennemis, ses ennemis de la République. L'ULCC continue de solliciter de la justice les sanctions appropriées pour les personnalités politiques et les agents publics qui ont, de manière délibérée, décidé de violer la loi. Sur cette base, en plus de ces 10 rapports d'enquête, je remets à la justice aujourd'hui un ensemble de requêtes demandant la poursuite d'un ensemble de parlementaires et de maires pour défaut de déclaration de patrimoine. Cette liste, dans cette dynamique de transparence, est aussi rendue publique. La situation se détériore de plus en plus en Haïti, entre l'insécurité et les assassinats. On pense évidemment tout de suite à celui de la famille des Enclos, horrible, insupportable. La cherté de la vie, la décote de la gourde. Cette situation qui n'arrête pas d'empirer. Pour en parler ce soir, nous avons sur le plateau avec nous l'ancien député de Pétionville, monsieur Jerry Tardieu. Bonsoir Jerry Tardieu et bienvenue à Metro News. Bonsoir Serge Klein et merci de m'avoir invité. Ok, donc on va parler un peu de cette crise politique et vous allez nous donner votre regard sur cette crise multiforme que nous vivons dans le pays, pénurie de carburant, point d'interrogation, BM pas dit il n'y a pas de pénurie, et les stations sont fermées. Et tout est à volo et nous avons, hélas, malheureusement, un gouvernement qui ne se manifeste pas beaucoup, qui brille par son silence dans beaucoup de cas. Quelle est votre vision des choses? Effectivement, c'est une crise multiforme. Donc, on aurait pu l'aborder de son aspect économique, social, commercial, politique, sécuritaire.
Puisque vous me demandez mon regard sur la crise, restons-en à 2 constatations. Et qui ça n'a pas là, je dis à Serge Claude? On a une population qui vit dans la Pérez et qui a 2 revendications majeures, je dis. D'abord, la sécurité. Ils veulent vivre en paix. Ils veulent travailler en paix. Ils ont besoin de sortir dans la situation pour quitter la Cali, qu'elle n'a bouché, par contre, c'est la rentrer. Exact. Elle a quitté la Cali, elle a mené un petit monde à l'école. Il n'a pas voulu quitter l'école là tout autant. L'école n'a pas fini pour nous. Même mon gars, mené un petit monde dans l'école, il était tant de petit monde. C'est-à-dire que le peuple qui, dans toute composante sociale, a vécu dans la période. Donc, première revendication, c'est la sécurité. Absolument. Et deuxième revendication, c'est la vie chère. La vie chère. L'inflation. Oui, oui. Et l'organe de Jodia, autant de toutes revendications, de toute couche sociale, y compris sac pipo, il n'y a pas qu'à manger. Non seulement il y a une insécurité, mais il n'y a pas qu'à manger. Jodia, Serge Claude, on pile les œufs, ça les 3 œufs dans la rue. C'est 80 gouttes au pays. Là, dans la commune Pétionville, en face de GIA, sous une série de messieurs qui ont une série de brouettes, eh bien, petit point que du riz qui est dans sa chia, c'est les bonnes à pied, c'est 100 gouttes. On a le 15, c'est 250 gouttes. La vie chère, l'insécurité, c'est 2 revendications peuple à gagner. Fondamental. Malheureusement, et au saut dit là, devant revendication ça, on a regardé des acteurs qui sont importants, nous voyons. Il faut faire dans le jouet là. Il est presque absent dans le jouet là. Il est capable de effacer en nous prenant une après l'autre. Le gouvernement, on se parlait de lui là. Le gouvernement, ça, peut-être que même Ariel Henry ont aveu. Et lorsque l'elle fêtait un anniversaire à la tête du gouvernement, il dit que le pas un bilan et que l'autre monde fait bilan pour lui. Son gouvernement n'a pas communiqué. On a l'impression que chaque ministre a communiqué pour tête, pour sortir tête, mais pas une cohésion gouvernementale. Exact. Pas une vision d'ensemble. Et déficit de communication, ça a tout. Les vignes baillent en mal-être dans la population. On a l'impression que dans la même façon que le gouvernement communiqué, ils ne sont pas intéressés dans le problème que les Haïtiens vivent tous les jours. Nous regardons le Premier ministre, il pourrait faire une inauguration, un séminaire sur l'allaitement maternel, ou bien sur le changement climatique, pendant que Port-au-Prince tournait un grand cimetière côté robinet sans, par exemple, suspendre couler. Donc ça veut dire que c'est presque 2 réalités qu'a vu. Réalité nous-mêmes dans le peuple là. Et qu'a subi insécurité, qu'a subi la vie chère, qu'a subi tout problème qu'on connaît au Sodio là. Pas de gaz, pas de l'espoir, pas de la vie. Et puis, le gouvernement qui dit même, en quelque part, a fonctionné peut-être dans l'autre planète. Ça, c'est une. Deuxième acte. Mais, petite parenthèse, directeur Dieu, en pile de manifestation, parmi les revendications, il y a le départ de Ariel Henry. Pratiquement toute manifestation, ils ont manifesté contre la sécurité, la vie chère, mais à la fin, toujours gain et nous parlons sous docteur Ariel Henry, l'île pour faire paquet. Nous parlons sous ça. Ça fait partie de crise là. C'est pour ça qu'on fait une analyse qui sont prémices de discussion que nous parlons là. Donc nous-mêmes nous disons que d'abord, premier acteur que nous pensons qui, aujourd'hui, a gardé le Noël semble dépassé par les événements, c'est le gouvernement. Deuxième acteur que nous sentons qui est dépassé par les événements, c'est le politique. Les acteurs politiques, les partis politiques, les personnalités politiques, ils sont incapables de chita pour rejoindre un compromis. Alors que ça fait longtemps que nous sortis de constitution et que seuls gens a retourné dans la constitution, seuls gens a réussi la transition, c'est pour nous entendre nous, pour nous avoir un accord politique qui peut baliser la transition, qui peut mettre nous à l'élection. Ça veut dire chita ensemble. Ça veut dire chita ensemble, ça veut dire jouer un accord politique, ça veut dire entendre son calendrier électoral, ça veut dire entendre son loi électorale, ça veut dire entendre son conseil électoral, ça veut dire entendre son évaluation des malogues, ça veut dire entendre son est-ce que c'est constitution 1987 amendée, est-ce que son l'autre. Donc tout ça, il faut chita pour nous entendre nous sur. On dit pas l'argent lié. Parlons le langage de la vérité. C'est qu'aujourd'hui, le politique n'a pas montré qu'il pouvait s'entendre, s'asseoir et décider au-delà de leur intérêt personnel avec Haïti avant les intérêts de parti. Donc, deuxième acteur, ça, Serge Claude, le politique, les partis politiques, nous sentir dépasser tout. Et troisième acteur que nous avons regardé, c'est la communauté internationale là. Et ils sont aussi divisés que les Haïtiens. Ils ont des Haïtiens entendus, mais souvent, ils n'ont pas entendu. Nous sommes des Almagro, secrétaire général de l'OEA, font percer l'ouverture, ils défrayer la chronique dans la presse, et quelques jours après, ambassadeur canadien à l'OEA, ballon réplique et dit qu'il n'est pas sous même longueur d'onde avec.
Souvent, nous condamnons l'Union européenne pour des positions et nous retrouvons des pays latino-américains qui passent même longueur d'onde avec eux. Pas apprendre rien, c'est que dernier envoyé spécial Joe Biden, Daniel Foote, pas sous même longueur d'onde avec ambassadrice d'Haïti aux États-Unis, Michel Sisson. Exactement. Ça veut dire que la communauté internationale là lui-même a lancé des signaux mixtes. Et c'est pas pour aider, parce que l'échec de la communauté internationale en Haïti, il est palpable dans les chiffres et les statistiques. Il est flagrant. 15 ans de présence des Nations Unies, 10 milliards de dollars investis dans la justice, la sécurité et les institutions. Regardez côté nous, je ne dis. Donc, ces trois acteurs semblent dépassés. La crise est totale et l'impasse est parfaite. Maintenant, que faire? C'est le plus important. Ma petite parenthèse encore, il y a un acteur que tu as oublié, c'est l'acteur économique. Parce que la gourde qui semble, le rôle de la BRH est grand point d'interrogation. Est-ce que les mesures prises d'injection et régulières de dollars, est-ce que c'est ça qui va apporter une solution? Je pense que non, parce qu'en fait, tous les économistes sérieux pensent que non. Si on ouvre une parenthèse et expliquons aux téléspectateurs de Métro News de quoi il en est. En fait, nous sommes aujourd'hui à la situation hantée. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ça nous a vécu il y a 2 ans. Et c'est même remède-là que vous sorti. Absolument. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2 ans, masse monétaire pays a augmenté de 90 milliards de gouttes. L'augmenté masse monétaire, il y a un pays qui n'a pas produit, il y a un pays qui est en crise politique, ou pour le faire déficit public pour financer masse monétaire ça qui dehors. Automatiquement, il y a plus de gouttes, automatiquement, il y a chaos. Tout agent économique, plutôt qu'un bécobio, en dollars que en gouttes. Donc, ça et puis, l'inflation pendant ça. Non seulement l'inflation a monté, mais des côtes là. C'est-à-dire, gouttes là a perdu valeur sous dollars parce que tout le monde a couru des dollars. Bien sûr. C'est pas que seulement. Agent économique, oui, tout le monde. Sous-agent de change, agent payeur pour transfert, moun qui dans la rue, moun qui reçoit transfert, qui reçoit $100, $200, dit, comme là, monter plutôt $15 dollars, m'a touché plus de gouttes pour lui dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Absolument. Donc ça veut dire qu'elle vient créer une pression à la hausse. C'est pour ça qu'on vient que le dollar a dérapé. Et le dollar a dérapé parce que conditions macroéconomiques sont pas là, conditions sécuritaires sont pas là, pas d'instabilité, pas gagné, il y a un cadre normal de vie économique en Haïti. Et c'est pour ça que certainement, nous pourrons dire qu'on est capable de des acteurs qui peuvent être coupables de délit d'initié. Ça veut dire qu'il y a des informations, il y a une bonne série de dollars pour faire comme sous lui, donc il y a pénalisé la population. Ça, faut-il bien qu'on monde va regarder exactement de quoi il en est, et c'est pour ça que peut-être la Banque centrale a un rôle là. Donc nous-mêmes nous dit que intervention de la Banque centrale là, nous comprenons, 150 millions, 200 millions, mais nous dit que c'est comme sous un cancer et puis ou pour un band-aid. Ce sont des solutions qui ne peuvent être que provisoires en Haïti. Nous avons besoin, Serge Clan, de résoudre la crise politique, de retourner à la Constitution, d'avoir des institutions sérieuses et de s'assurer qu'il y a la sécurité, la stabilité, la paix. Maintenant, la sécurité, la stabilité et la paix, c'est justement ce que nous recherchons à travers cet accord politique qui ne vient pas. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je me dis, que faire? Permettez-moi de dire un bagage là, peut-être, et qui a étonné plusieurs monde ou un pile monde parce que nous sommes monde qui d'habitude très optimiste. Là, il faut m'avouer que sous Jean, la situation a évolué. Là, c'est extrêmement difficile pour que partis politiques, mouvements politiques, regroupements politiques en Haïti, je dis, joignent accord pour un consensus politique. Pour qui ça? Pour un pile raison. Il faut nous constater que les signataires de l'accord Montana Pengré, qui était en discussion avec les signataires de l'accord du 11 septembre, table à craser, libéré ici. Il faut constater que la commission tripartite qui était gain, le secteur éducation, le secteur privé, religion pour la paix, n'est pas mené très loin. Il faut constater que l'accord de Montana en lui-même, jodia, ou bien l'impression qu'il y a plus de monde qui a quitté que de monde qui a entré là-dedans. En dernier lieu, la Fédération protestante d'Haïti. Les protestants, ce n'est pas rien en Haïti. Non. C'est la même chose chez Ariel Henry et son accord du 11 septembre. Cadeau a sorti, Force Vertirienne sorti, un ensemble de partis sorti, SDP fan en deux, nous t'en DPHTK fan nan well
et Aqua et Ariel Henry. Donc, c'est-à-dire que de ce côté aussi, l'accord du 11 septembre est en train de se désagréger. Éclater. Donc, en fait, bon problème, c'est que nous réalisons que nous constat d'échec. Qu'on constate d'échec de toutes les tentatives et pour que les Haïtiens et les Haïtiennes se mettent autour d'une table et trouvent ce consensus politique patriotique qui devrait nous amener à bon port. À bon port, ce seraient les élections dans un temps à déterminer. Maintenant, que faut-il faire? Moi-même, je pense que nous probablement arriver à un niveau côté que il n'est pas impossible que c'est probablement des grandes figures nationales ou même internationales qui sont capables de servir de médiateurs pour assurer que discussions pour venir, c'est des discussions sérieuses qui mènent en côté. Et pour une image, c'est comme si on a un quartier côté monsieur et madame ont un problème, il y a un gourmet, puis qu'on voisin qui a une bonne relation avec eux et qui quand même capable de mettre le milieu pour dire qu'est-ce qui s'est passé, pour que ça tout bagaille ça. Conseiller conjugal. Nous besoin conseiller conjugal national. Nous besoin, pas contre si son conseiller conjugal, mais nous besoin un médiateur crédible, impartial, honnête et au-dessus des partis. Et moi-même Mabdou, je n'ai pas aucun problème qu'il était capable, une grande personnalité qui fait chemin dans la vie, qui fait preuve. Il y a un ancien prix Nobel de la paix. Il y a un ancien président africain. Il y a un ancien grand sénateur d'un pays ami. Sous base crédibilité personnelle, il doit très certainement inspirer confiance. Et sur la demande des partis, bien entendu, moi-même je dis que m'annonçons, je dis que je ne pas arrêter inactif. Je parle avec un peu de monde dans le secteur privé, avec un peu de monde dans la classe politique là, et c'est une option que je toujours mettais sous table là. Mais est-ce que les églises n'ont pas tenté de jouer ce rôle? Religion pour la paix. Alors, les églises ont tenté de jouer ce rôle, et nous sommes capables de dire que si nous regardons historiquement, c'est pour ça que je dis, ouais, il y a un petit genre pentable, parce que chat est chaud, des grains d'eau froide, et nous changeons à quoi El Rancho. Et à quoi El Rancho, il a critiqué l'église en pile de participation pour que El Rancho te baille ça, te vienne baille là. C'est ainsi que vous pouvez regarder que pendant toutes les dernières années, vous voyez que l'église beaucoup moins. Il n'a pas chauffé devant bonne, même si on l'a considéré comme une autorité morale, on a dit que même au niveau des secteurs organisés de la vie nationale, l'Église catholique, comme autorité morale, ou des évêques de cette Église, auraient pu prendre les devants et émerger comme ces personnalités, ou des personnalités, ou un ensemble de personnalités qui pourraient s'auto-saisir, je dirais même, comme des médiateurs impartials et crédibles pour essayer de mettre les Haïtiens autour d'une table. Cependant, c'est pas ça que fait. C'est pas ça que fait. Et ils n'ont pas fait ça. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que tous les problèmes qui se passent au niveau de l'église épiscopale aujourd'hui ne participent pas à cet affaissement, je dirais, de la société civile et même des différentes religions de notre pays. Bon, et naturellement, nous n'allons pas y mettre des commentaires plus que ça, puisque tout le monde est innocent tout autant et qui n'est pas jugé coupable. Cependant, et c'est quand même ce sont des images, ce sont des nouvelles qui ne font pas plaisir que de savoir que près de l'église épiscopale a été écroué ou interpellé à la DCPJ. Et nous souhaitons très, 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 très sérieusement que lumière soit faite et nous souhaitons surtout qu'au fond, il n'y ait aucune implication de cette église parce que nous avons besoin d'autorité morale. Nous avons besoin de gens qui sont au-dessus de la mêlée. Nous avons besoin de personnes qui peuvent être des boussoles, des guides, des phares, des lumières dans la société. Une société qui, tous les jours, est réduite à sa plus simple expression. Non, mais c'est surtout la cause de cette démêlée qui est grave. Chaque fois que j'entends des publicités ça, dans la radio, je suis content, c'est sous voix d'homme, comme d'où. L'État, nous pas fabriquer des armes, nous pas fabriquer munitions, côté yo sorti. C'est la question. On voit là que l'église épiscopale est impliquée. Oui, entre guillemets. Entre guillemets, encore une fois, tant que vous n'êtes pas déclaré coupable, vous êtes innocent. Dans l'importation illégale d'armes et de munitions, une église, c'est inconcevable, Thierry Tardieu. C'est inconcevable. Donc vraiment, tu as souhaité non seulement que l'enquête là poursuive rapidement,
Et m'as souhaité que l'aboutit à un non-lieu, parce que vraiment c'est inconcevable qu'une église, surtout une église qui depuis des décennies fait tellement de bien dans ce pays, aussi bien sur le plan de la santé que sur le plan de l'éducation. Absolument. Ce sont des références. Oui. OK? Il y a des réseaux de distribution de produits alimentaires dans le pays d'aide aux handicapés. 4 millions d'Haïtiens qui sont en situation de famine. Oui, donc effectivement, tu comprends. il y a un rôle important rempli dans la société. Et Donc, d'accord avec sur ça. On a souhaité qu'il soit lavé de tout soupçon parce que ce serait vraiment... Je crois que là, pour le coup, on atteindrait le fond du fond. Il n'est que d'attendre. Il n'est que d'attendre. Et de souhaiter que ça se passe bien. Bon, donc, Jerry... Et bon, oui, on en revient toujours à ça. Chita ensemble, chita parler. Malheureusement, pour qu'il y ait dialogue, il faut être deux. Il faut être deux, non seulement ça. Minimum. Il faut être deux, préférablement qu'il y ait une table et préférablement un hôte. C'est-à-dire voilà. Un médiateur, c'est-à-dire quelqu'un de bonne volonté qui offre ses bons offices. Or, qu'est-ce qu'on voit en Haïti? C'est que, disons les choses telles qu'elles sont, l'OEA, pour certaines raisons, et l'ONU ont une mauvaise presse en Haïti et probablement, même quand nous sommes signataires des chartes qui ont créé ces organisations et que nous avons légitimement le droit d'exiger une solidarité et agissante, comme dirait le président Maniga, nous n'avons pas besoin d'intervention étrangère sur Haïti, mais nous avons besoin d'une solidarité agissante. Ça veut dire que c'est une chose que de dire aux Haïtiens de s'entendre, mais c'est une autre chose aussi que d'avoir une posture plus proactive. La posture plus proactive, c'est d'être présent sur le terrain, c'est de rencontrer les acteurs, c'est de se proposer ou de proposer ses bons offices pour que cette table qui a des difficultés à être mise sur pied, qu'il y ait des personnalités crédibles de la communauté internationale qui peuvent aider à la mettre sur pied. Parce que la réalité, la seule, la vraie, c'est que jusqu'à présent, les Haïtiens et les Haïtiennes dont je fais partie n'arrivent pas à s'entendre pour trouver ce consensus politique qui doit nous dire exactement quand nous irons aux élections, comment encadrer la police nationale, avec quel gouvernement, bien entendu avec quel CEP, avec quelle loi électorale et pour le reste, avec quelle je pense que nous savons tout ce qu'il faut faire comme menu de la transition. Nous ne savons certainement pas encore quelles seraient les meilleures personnes pour mener la transition. J'ai ma petite idée là-dessus, mais on peut en revenir. Jerry Tardieu, au très fond de votre cœur, est-ce que vous ne craignez pas, malgré tout, que l'issue de toute cette tergiversation et de tous ces malentendus ne soit pas une nouvelle occupation étrangère? Bon, Serge, tout Haïtien qui vient sans Dessalines, Christophe Pétion, qui a coulé dans le vin, non? Et je pense que le pays a une situation aussi difficile. C'est une bagaille et où tu plus peur. Et moi-même, moi vive en 1994, des Marines américains qui ont fait circulation dans Carrefour Aéroport. C'est des images que je ne peux pas oublier. Parce que le nationaliste que je suis, petit-fils de Pierre Tardieu, député du peuple, député de Courail, et ce n'est pas des images que je ne peux pas vivre. Et pas dire ça, t'as souhaité, non? Au point de vue d'analyse objective, est-ce que ce n'est pas une solution que l'on doit craindre? Non, je souscris. C'est une solution qu'on doit craindre parce que si nous continuons à mettre des devoirs nous propres, puis ta capitrice, sacrée, c'est pas nous. C'est pour ça que nous toujours appelons son appel aux élites politiques, aux élites économiques, aux élites de la société civile, pour leur dire que si nous ne continuons pas à essayer de trouver ce consensus politique nous-mêmes, probablement que l'international, ou une frange de l'international, se mettrait en tête que la seule façon pour Haïti de ne pas être une entité chaotique et gouvernable, c'est qu'ils soient eux-mêmes sur place pour gérer Haïti. Or, ce n'est pas le cas. Haïti est un beau pays, avec des gens capables, qui peuvent amener ce pays à bon port. Maintenant, force est de constater qu'aujourd'hui, nous vivons une situation d'exception. C'est-à-dire qu'il y a de cela. Et un an, il a assassiné le président de la République, la Kaili. Imaginons, ça veut dire. Même côté ne doit pas d'accord à Jovenel Moïse, mais son symbole, c'est la présidence qui a été attaquée. La présidence d'un pays souverain. Depuis lors, nous à la dérive. Ça veut dire qui ça? Depuis lors, nous sommes capables de jouer une solution politique qui peut permettre nous d'accord sous transition pour mener dans l'élection. Nous pouvons même qu'à avancer dans l'enquête là. Vraiment, sérieusement. Oui, entre autres. Parce que l'assassinat, c'est une chose.
mais mener l'enquête. C'est vrai aussi de Montferrier d'Orval. Oui. Tout ça au point mort. C'est clair. C'est l'impunité qui continue de régner. Et il n'y a pas, et au pas qu'à faire pays, si c'est impunité, capta modal. Ou pas qu'à faire pays, ou pas qu'une justice qui a fonctionné. Ou pas qu'à faire Hélas. pays, ou pas tracer des exemples. Donc, effectivement, problème est en ville. Et je dis, c'est encore une occasion pour me dire que, attention, nous ne pouvons pas adresser table à nous-mêmes, pour nous entendre nous son consensus politique. Il y a un danger ça qu'on se souligne là, même dit tout, que solidarité, communauté internationale là, il doit dans les faits et palpable. Et nous avons souhaité que vous compreniez que Haïti, son pays qui côté le situé, ça a passé capable d'incidence. Ça a passé capable d'incidence sérieusement sur les pays voisins. On prend un exemple très simple. Si Haïti est un État faible pour les États-Unis, on prend les États-Unis. Son problème, moi je vois venir un exode massif sans proportion précédente de good people vers les États-Unis, vers les Bahamas, vers Porto Rico et vers Cuba, si la situation continue comme elle est. Oui. Je vois venir le spectre d'une guerre civile entre des bandes armées et où chacun, chez soi, devra être pourvu des capacités de se défendre puisque l'État est inexistant. Les émeutes de la faim. Des émeutes de la faim sont très possibles. Donc, scénario catastrophique, yo là, leur arrivée pour nous comprendre que aujourd'hui, l'heure est arrivée pour nous capables de joindre une solution à un problème qu'il a. Et c'est appel ça que m'a placé aujourd'hui à travers l'opportunité qu'on offre pour participer à l'émission. Thierry Tardieu, je vais mettre les pieds dans le plat et poser une question brutale. Comment peut-on imaginer qu'un leader politique important de pays ose proposer comme solution au problème de ce pays d'incendier toutes les banques? Est-ce que c'est sérieux? Bon, ce n'est pas sérieux, c'est inacceptable et nous devons le condamner avec la plus grande vigueur. En Haïti, pas rien pour nous bouler. Nous pas de bouler rien. Nous devons construire. Nous devons construire notre hôpital. Poussé par l'hôpital Justinien, nous gagnons dans le Cap. Poussé par l'hôpital général, nous gagnons la figure, nous. Poussé par l'hôpital Saint-Michel, nous gagnons Jacques Mel avec un bon hôpital qui malheureusement, c'est non yo gagne de l'hôpital, mais yo pas rien pour de l'hôpital fonctionnel. Nous pas de bouler rien, nous pas de bouler ni banque, ni marché, faut que ces machines à dégager tous les jours. Nous devons construire l'autre école, l'autre hôpital, l'autre institution. Nous devons construire l'autre homme et l'autre femme haïtienne qui préparée pour le 21e siècle. Nous pensons que le sénateur a fait fausse route et nous avons souhaité que les rattraper. Nous comptons de parler d'un ensemble de problèmes et nous sommes d'accord avec lui qui concerne les masses pauvres. Et moi-même, qui sont leaders qui défendent ça qui pauvre, je suis toujours d'accord de poser des questions bien. Mais le problème là, je ne pose là, pas poser le bien. Au contraire, je ne pose là, pas aider masses pauvres. Ça veut dire qui ça? C'est nos propres banques, Serge Clan. Qui est-ce qui dépose l'argent dans la banque? C'est les déposants, c'est les marchands, policiers, infirmiers, taximotos, chauffeurs bus, rappeurs, footballeurs, entraîneurs, moniteurs. C'est eux-mêmes. C'est les policiers. Et en fait, regardez qui est-ce, regardez un bilan en banque. Regardez ça dans le bilan, après qu'on lit qui marque fonds propres. Fonds propres, c'est lui qui a à voir actionnaire. C'est-à-dire, gros zones qui mettent banque, là, il y a 10% de l'argent dans la banque là. Donc, là, pour les banques là, c'est classe moyenne là, c'est petit peuple là, qu'on marque, qu'on va aider, qu'on l'a gagné dans le couille. Parce que qui ça peut le passer? Banque là, lui-même de toutes les façons. Ou boulon banque. La touche assurance là. Oui. Et puis qui ça peut le passer? En pile, le monde va au chômage. En pile, le monde va au chômage. Donc, nous-mêmes, nous pensons qu'il faut faire attention. Là, nous disons, nous défendre. Ils ont un pays, ils ont un peuple, ils ont l'idée, ils ont une vision, ils ont défendre la justice sociale. Et nous avons pensé d'un bon bagage, parce que sans nous chauffer, c'était peut-être le cas du sénateur, mais à la réalité, ça nous fait, c'est le contraire. Et nous-mêmes, nous ne pas venir pour nous défendre les banques, parce que nous-mêmes, nous sommes toujours les premiers à dire que les banques en Haïti doivent être
beaucoup plus socialement responsable. Association professionnelle des banques, nous pas senti ou trop impliqués, nous pas lire des notes de presse, nous pas financer des émissions économiques spécialisées pour expliquer comment fonctionne l'économie, le taux de change, toute bagaille ça participer dans pédagogie pour expliquer aux populations qui ça passer dans le secteur économique. Donc nous pensons tout que nous très conservateurs pour une série de raisons et nous avons souhaité que nous ayons un système financier, nous avons un système bancaire qui est capable et permettre que y ait plus de crédit pour jeunes garçons, jeunes femmes qui ont bon idée, bon projet, qui est bien préparé et qui parviennent des débouchés. Ça c'est clair. Cependant, de là pour nous arriver, pour nous dire que faut mettre du feu là-dedans, nous ne sommes pas d'accord. D'ailleurs, on nous clair son bagaille. Transfert que nous recevoir 2,53 milliards de dollars chaque année. Il est passé à travers le banque à 60-70%. Donc, pas bon haïtien aujourd'hui qui va bénéficier de $50, de $100, de $200 qu'on m'attend, mon frère, mon ami, voyez pour lui sortir l'autre bord. C'est diaspora qui a une économie. Oui. Et c'est à travers Chanel ça. Naturellement, il faut qu'il y ait des autorités compétentes qui pour empêcher soit banque soit maison de transfert pour faire une série de bagages qui passent ça. Oui. Nous-mêmes, nous attaquons la question de la 50. Nous-mêmes, nous estimons que faut que la Banque centrale veille actif pour pas qu'il y ait trop de frais payés, pour que les épargnants, pour que les déposants, pour que les clients, ce n'est pas les mêmes qui viennent souffrir de problèmes. Ça. Donc, nous pensons que le problème n'est pas situé dans la banque. D'ailleurs, on a rappelé les sénateurs que nous avons un bon pays, que nous présentons comme modèle, tant que le Venezuela, tant que la Chine, tant que la Russie, il y a pile de banques là d'ailleurs. La différence qui gagne même avec nous, c'est que peut-être il y a des institutions régulatrices qui assurent que Banque Sao fonctionne bien. Donc je dis, nous pas une logique pour nous bouler, nous avons une logique pour nous construire. Nous pas une logique pour nous faire battre, nous avons une logique pour nous avancer devant. Dans le 21e siècle, en 2022, c'est position ça qu'on doit éclairer, qui a une vision comme un pays le gain. J'ai ça, Dieu me donne mes discussions, ça va. Je me suspends, malheureusement, le temps nous fait la guerre. J'aurais aimé dire en Haïti, il va falloir achever, il va falloir terminer. Et d'ailleurs, bon, occasion, peut-être, si vous souhaitez, dit ou mot, c'est une nouvelle qui tombait aujourd'hui. Et le général Héra Abraham nous a quittés. Est-ce qu'on a souhaité dire un mot concernant ce grand homme, ce grand haïtien que fut le général Abraham? Bon, puisque vous posez une question, c'est avec plaisir, Serge Clan. Dernière fois, moi, rencontré le général Abraham, c'était sous galerie avec Serge Gilles, dans Pétionville. Et nous avons une conversation sur la Constitution. Il était félicité pour le travail qu'il a fait dans la Chambre des députés. Et puis, quelques mois après, il est après l'une membre de la commission présidentielle que Jovenel Moïse s'est mis sous pied pour proposer pays à une nouvelle Constitution. Donc, c'est un monde qui, jusqu'à ces derniers moments sur la terre, avait quand même un intérêt pour Haïti et les institutions d'Haïti et l'État haïtien. Puisque deux points intéressés dans la Constitution, c'est que on a intérêt pour le pays. Donc c'est l'image ça que m'a pris de lui. Et puis on image même des très très jeunes. Et nous songeons général Abraham et a fait le salut militaire devant Yata Pascal Touyo en lui disant cette fameuse phrase. Et Madame la Présidente, l'armée d'Haïti est à vos ordres. Et nous songeons que le général Abraham était passé 3 ans dans le palais entre avril avec Yata Pascal Touyo. Il fait 3 ans dans le palais pour gens haïtiens. Remet pouvoir pour gens militaires fait d'appuyer sur le pouvoir dans le pays d'Haïti. Le fait qu'il passe 3 jours dans le palais et qu'il ait toute possibilité pour le rester sous pouvoir, le fait qu'il transmette les en civil de la Cour de cassation, capable de mettre dans l'histoire comme un monde qui fait face à la responsabilité. Et Jerry Tardieu, vous avez bien dit 3 jours. Il fait 3 jours. Ouais. Pas 3 mois, pas 3 semaines, 3 jours. Il fait 3 jours. Bon. Et bon, Jean Odia, moi-même tout, les souvenirs que j'ai, c'est que pas quoi me changer, pas jamais entendu au monde parler général Abraham mal. Bon, c'est difficile pour qu'on trajectoire dans la vie, pour pas gagner des détracteurs, pour pas gagner des gens qui reprochent certaines choses. À partir du moment que on paie avec conscience, et je pense que c'est ça qui est important. Je pense probablement que son général qui mourit dans la sérénité d'esprit et dans la conviction qu'il aura servi son pays et qu'il aura fait l'œuvre qui vaille. Merci infiniment, Jerry Tardieu. Nous allons terminer sur cette bonne parole, peut-être en présentant la famille du général Abraham nos condoléances. Je ne sais pas s'il restait encore beaucoup de membres de sa famille présents en Haïti. En tous les cas, nous avons une pensée pour ce grand Haïtien. Merci, Jerry Tardieu. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et à la prochaine.
Comme d'habitude. Comme d'habitude, merci. Voilà, c'était Monsieur Jerry Tardieu, l'ancien député de Pétionville, qui faisait avec nous un petit tour de la situation du pays, situation de crise, la gourde qui se casse la figure, la sécurité, les manifestations, l'absence de solution et l'absence de vision, l'absence de quoi sera fait demain. Voilà, encore une fois, merci Jerry Tardieu et à bientôt. À bientôt. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.